Allez, après les petits réglages, on y va pour une nouvelle démonstration avec Philippe Gillet, qui est CTO et cofondateur de la société GetWatcher et qui va nous présenter des cas de machine learning pour détecter des intrusions. Merci. Déjà, bonjour à tous. Merci d'être aussi présents pour venir discuter un petit peu de quelque chose qui est assez à la mode, le machine learning aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment des cas concrets. Pourquoi? Parce qu'en fait, le machine learning, c'est un mot qui est très à la mode. On entend un peu parler partout. Et souvent, on se pose la question de qu'est-ce qu'il y a derrière. J'ai pas beaucoup de temps, mais dans le peu de temps qui m'est imparti, je vais essayer de vous expliquer concrètement où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller. Alors, si on parlait un petit peu de machine learning, c'est un peu le truc de tout le monde, tout le monde parle comme je vous ai dit. C'est un mot qui est dans la bouche de tout le monde. Derrière, voilà, concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vais vous l'expliquer. Déjà, qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai la chance d'être le cofondateur de GetWatcher, qui est une jeune société. On est, pour ceux qui sont venus sur notre stand, on est une solution qualifiée par l'ANSSI sur ce qu'on appelle la sonde souveraine, en fait, aujourd'hui. Je ne suis pas un data scientist. C'est ça qui est dur dans l'exercice, en fait, c'est que je vais vous parler de machine learning alors que je ne suis pas concrètement au jour le jour un data scientist. Je travaille sur vraiment la détection d'intrusions avancées, c'est ce que je fais depuis quelques années. Et du coup, comme je ne suis pas un data scientist, je suis désolé pour ceux qui en sont, mais je ne vais pas vous parler en langage data scientist. Je vais essayer de vulgariser au maximum la chose. Aujourd'hui, chez GetWatcher, je dirige 40 personnes, dont des équipes en R&D. Et en fait, ce qu'on travaille au jour le jour, c'est ce qu'on appelle la détection de shellcode et de payload. On a un sujet sur les malwares hybrides, avec des shellcodes embarqués, ce qu'on appelle des malwares encodés, et du machine learning. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour bosser avec nous, j'accueille les CV avec plaisir. J'en profite pour faire un petit peu de recrutement au passage. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Avant de dire pourquoi, avant d'expliquer ce que c'est que le machine learning, déjà il faut se poser la question de pourquoi le machine learning est adapté sur des sondes de détection d'intrusion. Pour être très clair, le machine learning sur les sondes, c'est très bien parce que, il y a beaucoup de données. Pour ceux qui ont vu fonctionner des sondes réseau, vous avez énormément d'informations. Si vous faites ce qu'on appelle du DPI, donc Deep Packet Inspection, vous avez une masse d'informations collectées qui est absolument monstrueuse. Elle est souvent inexploitable, mais c'est le principe du machine learning, c'est peut-être de transformer cette masse monstrueuse en quelque chose qu'on peut exploiter en fait. Et souvent une question qui revient, c'est ouais, mais maintenant il y a des certificats, il y a du TLS, il y a du chiffrement, vos sondes ça ne voit plus rien. Non, erreur. Même les données chiffrées apportent énormément d'informations. Je vais vous prendre un exemple très concret. Les certificats qui sont délivrés, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. On ne les regarde jamais, on s'en fout. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses. Dernièrement, il y a une faille Microsoft qui est apparue sur tout ce qui est chiffrement. Bizarrement, sur les sondes, on voyait beaucoup de choses. Donc, même si les données sont chiffrées, le fait que ça soit chiffré et le fait qu'il y ait des algorithmes de chiffrement, ça nous donne une information très importante. Bien sûr, on parle de network behavior, de comportement. L'avantage des sondes, c'est qu'on voit tout. On voit des mails, on voit des intranets, on voit de l'internet. Je pense que vous êtes tous ici au FIC conscients que dès qu'on y a des utilisateurs qui vont sur internet, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, permettez-moi le mot, mais du trafic dégueulasse. On voit de tout. C'est très bien pour faire des comportements utilisateurs. Voilà. Je ne parlerai pas de RGPD ou autre, mais voilà, on peut faire des choses intéressantes. Et le dernier avantage que tout le monde sous-estime en fait sur les sondes, c'est qu'en fait vous voyez tout, mais personne n'est au courant que vous regardez. Pourquoi c'est important? Pourquoi il faut garder ça à l'esprit? Parce que quand vous êtes sur votre PC, quand vous voyez des choses qui tournent en arrière-plan, vous avez toujours l'impression d'être observé. Une sonde, personne ne sait qu'elle est là. Voilà. Donc d'un point de vue utilisateur, ça n'a aucun impact et moi ça me permet de voir plein de choses. Alors maintenant,
Maintenant qu'on a dit que le machine learning, grâce à tout ça, c'était efficace, c'est quoi la réalité derrière? Eh bien en fait, la réalité, elle est mitigée. Mitigée dans un premier temps parce que qui dit machine learning dit faux positifs. Alors bien sûr, beaucoup d'éditeurs vous diront « Moi, j'ai pas beaucoup de faux positifs. Mes algos, ils sont tellement bons qu'en fait, ça marche à tous les coups. » Bon, libre à vous de les croire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qui dit machine learning dit faux positifs. Et ne croyez pas ce qu'on vous dit, il y aura toujours des faux positifs. Parce qu'un traitement automatisé, par nature, ça crée du faux positif. Donc la question, c'est combien, quel taux, et surtout comment on va les réduire, en fait. La classification de la donnée. Pareil, si vous ne faites pas de classification de données dans le machine learning, vous n'allez pas faire grand-chose. Le problème de l'IT en général, je ne vous le cache pas, c'est que les protocoles évoluent, les données du jour au lendemain ne sont pas les mêmes, les normes évoluent très vite, on passe de HTTP, on est passé de TLS 1.2 à TLS 1.3, et donc il faut constamment s'adapter à ça en fait. Et le problème en fait avec le machine learning, c'est que si vous vous loupez sur la classification, les résultats que vous allez avoir sont probablement faux. Donc il faut arriver à classifier correctement la donnée. Il y a un autre problème, je parlais un petit peu de deep learning, qui est une catégorie du machine learning, c'est que c'est très consommateur en ressources en fait. C'est pour ça que souvent dans les films on voit des clusters gigantesques pour du machine learning. Nous sur les sondes, quand on vend une sonde, on va pas créer une sonde qui fait 42 U énorme pour le client. Surtout que le prix risque rapidement de monter. Donc vous devez trouver des technologies qui s'adaptent à des petites appliances, des trucs qu'on met dans un data center mais qui restent relativement petits, voire pour les objets connectés, vous êtes obligé de faire du machine learning sur des tout petits CPU. Donc on ne peut pas s'amuser à vendre un concept de machine learning avec des tonnes de machines derrière. Et puis, il y a le stockage de la data. Le machine learning, comme j'ai dit, ça va générer... Alors déjà, vous allez avoir beaucoup de data, mais derrière, ça va régénérer de la data. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu un petit truc assez marrant, qui est une petite histoire sur la NSA. Ils ont loupé plein de choses sur le terrorisme, parce qu'à un moment, ils avaient tellement d'informations, et ils traitaient tellement d'informations, qu'ils se sont retrouvés sans stockage. Alors, vous imaginez, si la NSA n'a pas les moyens d'avoir suffisamment de stockage, que chez tous les clients, ça va devenir compliqué. Et puis la dernière chose, on le sait tous, c'est que pour faire du machine learning, il faut des data scientists. Alors je sais qu'on attend tous la solution miracle pour faire du machine learning et sans rien y connaître, mais malheureusement, on a encore besoin de gens compétents sur le sujet, donc il faut toujours des data analystes derrière. Alors maintenant, avant qu'on rentre dans des exemples très spécifiques du machine learning, sur quoi réellement, s'il faut se poser la question, à quel niveau mon machine learning peut être efficace? On parle souvent de use case. Le machine learning, vous m'entendrez toujours le répéter, c'est pas un truc magique qu'on va mettre en face comme ça, et dès que vous allez me poser une question de comment détecter une attaque, je vais vous répondre machine learning. Ah, non, ça marche pas. Le machine learning est une solution parmi d'autres qui existent et qui peut potentiellement répondre à un besoin de détection. Ça n'est pas une solution magique. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est quels sont les use cases, quels sont les éléments que vous avez à disposition, et est-ce que le machine learning va pouvoir répondre à cette problématique. Et là, je vous en cite quelques-uns, c'est loin d'être exhaustif. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, en 30 minutes, d'expliquer tout ce qu'on va imaginer derrière. Je veux vraiment vous montrer sur quoi on travaille en ce moment. Ce qu'on appelle la réduction des alertes IDS, modèle de corrélation et d'inférence. Aujourd'hui, les IDS, les détections d'intrusion, génèrent beaucoup de faux positifs et surtout génèrent tellement d'informations qu'on n'a pas le temps de regarder. Un bon exemple de machine learning, ça peut être de réduire le travail au jour le jour des analystes. Si vous posez la question à des SOC, ils vont vous tout dire toujours qu'ils sont sous l'eau. Ils n'ont pas le temps. Ah, je peux vous prendre le pari, si je fais lever la main dans la salle, les analystes ils vont me dire j'ai pas le temps. Et ils ont raison. Ah, ils n'ont pas le temps de prendre tous les logs au jour le jour et de les traiter. Donc peut-être que le machine learning va aider à automatiser un certain nombre de traitements et à sortir uniquement ce qui est intéressant pour le donner à des analystes. On a remarqué une chose aussi,
c'est la communication initiée par des malwares, où c'est très efficace. Alors pourquoi ? Je vous prendrai un exemple, vous pourrez le visualiser. Les malwares, comme ce n'est pas un humain, ils ont une manière de communiquer qui est assez robotisée d'une certaine manière. Donc forcément, le machine learning là-dessus, ça peut être intéressant parce que ça va repérer une sorte de robotisation. Voilà, je reste très vague, mais on rentrera dans le sujet derrière. L'exfiltration de données, souvent une grosse problématique qu'on rencontre dans les entreprises, c'est comment voir que finalement du trafic sort sans qu'on s'en rende compte, comment savoir si des informations confidentielles sont en train de sortir. Le machine learning est intéressant là-dessus parce qu'il va voir un comportement qui, on va dire, dévie par rapport à ce qu'on imagine. Et on parlera de période d'observation dans ce cas-là. Je vous prends un exemple. Vous avez un utilisateur qui va travailler de 9h à 18h tous les jours. Et puis il se trouve qu'un week-end à 3h du matin, il va y avoir 10 gigas de log DNS depuis cet utilisateur, alors qu'il ne travaille pas. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin de machine learning pour détecter ce genre de choses. Oui, sauf qu'en fait, avec du machine learning, on peut automatiser tout ça. On peut créer des profils sur les utilisateurs et au bout d'un moment dire, cet utilisateur, je sais quand est-ce qu'il travaille, là je suis sûr qu'il ne travaille pas, donc pourquoi il y a du trafic qui s'échappe de cette machine ? Ça, c'est un exemple concret. Et puis une dernière chose, le mouvement latéral. Le mouvement latéral, alors pour ceux qui font du pentest, ça doit parler. Le mouvement latéral, c'est un peu l'horreur en entreprise, c'est arriver à détecter des comportements de gens qui sont en train de sauter de machine en machine pour arriver à leur objectif. Pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que quand vous avez une intrusion, il ne faut pas imaginer que le hacker, il a pénétré votre réseau, il est directement sur la machine cible. Il y a un moment avant qu'il y arrive directement. Donc il va faire des mouvements latéraux jusqu'à temps qu'il y arrive. Et le mouvement latéral, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le hacker va réaliser des actions qui ne sont pas censées être faites au jour le jour entre deux éléments. Je vais vous prendre un exemple. Il est rare en entreprise que deux postes de travail vont s'échanger sur du protocole NetBIOS directement des fichiers. On passe par des serveurs de fichiers centraux, des choses comme ça. Si d'un seul coup, deux PC communiquent, chiffrent des éléments, on va se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi ces deux-là, d'un seul coup, ils font ça ? Donc le machine learning, pareil, il est là pour apprendre et pour dire, là, alerte. Donc voilà des éléments concrets où on peut se dire, ok, le machine learning, c'est peut-être une solution. Peut-être. Alors, on arrive à des exemples concrets, parce que je vous l'ai promis quand même, c'est un peu le principe de cette conférence, c'est que je veux vous montrer, même si c'est très rapide, je veux vous montrer comment ça fonctionne au jour le jour. Pour ça, je vais prendre 3 exemples. Un qui est très simple, un qui est moyen et un qui est complexe. Là, on a un exemple très simple. Voici ce qu'un utilisateur dans un SOC, il a au jour le jour. Il va avoir plein d'alertes comme ça. Et là, j'ai fait quelques rassemblements de couleurs. Vous allez voir, c'est évident. Hein. Si vous regardez, vous avez le même type d'attaque, vous avez le même payload, identique à la lettre près, dans ce qu'on appelle le même time frame. C'est-à-dire, on est dans des temps proches de la milliseconde entre chaque requête. Quelle est la probabilité que ce soit 2 personnes différentes qui font ça ? Extrêmement faible. On est sur une seule attaque. Donc, imaginez un SOC qui va avoir des dizaines de milliers de lignes à analyser, alors que c'est une seule attaque. On peut quand même lui faciliter le travail et lui dire, mais attends, tout ça, c'est la même chose. On réduit ça, on résume l'information et on la présente de manière intelligente. Ça, alors est-ce qu'il y a besoin de faire du machine learning pour ça ? C'est une vraie question. Ça peut peut-être se faire via des scripts, et souvent le machine learning, c'est un ensemble de scripts quand on regarde derrière. Mais on peut tout à fait imaginer un truc un peu plus intelligent qui va traiter les logs et qui va dire, bon là, je vois que c'est la même IP qui m'attaque, c'est le même payload, donc c'est probablement la même source, donc c'est une seule attaque, donc j'en déduis que je dois prévenir l'utilisateur qu'il faut qu'il aille sur telle adresse IP pour investiguer. Voilà. Ça, c'est un exemple très simple de machine learning. Et j'insiste un tout petit peu là-dessus, y a des gens qui... avec du bon sens qui me diront c'est pas forcément du machine learning qui est nécessaire. Oui, c'est vrai, vous pouvez le faire avec des scripts
ou vous pouvez le faire avec du machine learning. Encore une fois, le machine learning n'est pas la seule réponse, mais ça peut en être une. Un exemple, ce que j'appelle moyennement complexe. Voici ce on voit aussi dans un SOC. Souvent, l'analyste, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir des alertes, puis après, il va aller sur Google, et il va chercher à quoi correspond l'alerte. Et là, il va se rendre compte d'une chose. Il va se rendre compte que, par exemple, c'est une attaque qui est valable sur... en fait, on voit que c'est un Windows qui est attaqué. Et quand on va regarder la vulnérabilité, il va dire, bah non, c'est que sur du Linux. Bah là, clairement, c'est un faux positif. Donc, qu'est-ce que va faire le machine learning? Il va dire, la cible est un Windows, affected operating system, c'est un Linux, conclusion, c'est un faux positif, j'ai même pas besoin de l'afficher. Et là, 90% des logs probables vont être éliminés, ce sont des faux positifs, et les gens vont pouvoir se concentrer au jour le jour sur leur métier. Ça, c'est important. Et ça, pour moi, c'est l'avenir. C'est rapidement que les gens du SOC, on leur mâche le travail pour qu'ils puissent se concentrer sur vraiment les choses qui sont intéressantes. Et derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez probablement garder les gens qui travaillent dans le SOC parce qu'ils n'en auront pas marre de travailler que sur des trucs qui sont un peu pourris. Ils vont en point pouvoir se concentrer sur que ce qui est intéressant. Et on arrive à un exemple un peu plus complexe. Alors, ça, c'est quelque chose aujourd'hui, concrètement, je vous le dis, c'est quelque chose qu'on travaille, c'est très complexe. Ça va mettre, je pense, des mois et des mois à ce qu'on arrive à ce niveau-là d'intelligence. C'est une attaque complexe. On a simulé, en fait, en partenariat. Alors, c'est un hasard que je le fasse aujourd'hui, mais on travaille avec CIVS depuis très longtemps, donc ceux qui organisent le FIC. Et ils nous font des simulations, en fait, d'attaques ciblées, des APT. Donc là, vous en avez une. Alors, je ne vais pas vous la décrire, sinon je pense que je vais largement dépasser mon temps de parole. Mais on a simulé une APT. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que une APT, ce n'est pas juste un truc simple, c'est des étapes. Là, vous avez 8 étapes. Je vais en prendre une. Création d'un fichier shell par l'attaquant. Il intègre ce fichier shell dans une présentation. Il va écouter sur un port. Il va se mettre en attente. Il va envoyer un mail à la victime. Il va attendre que la victime clique sur le fichier et se connecte, etc., etc., etc. Et le problème, vous allez le voir, c'est que sur GetWatcher, on a testé. Et je suis très content, je détecte ce genre d'attaque. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que j'ai plusieurs types d'attaques dans mes dashboards. Déjà, je peux être très content de détecter. OK. Mais concrètement, vous allez voir qu'il faut aller à plusieurs endroits dans nos dashboards pour détecter chacune en fait, des étapes de l'attaque. Et les clients qui ont assisté à ça, ils nous ont fait une réflexion qui est très intelligente. Ils nous ont dit, mais OK, GetWatcher, vous êtes gentil, mais ce serait peut-être bien qu'à un moment, vous arriviez à visuellement nous afficher l'information comme quoi c'est une seule attaque en réalité derrière. C'est un seul attaquant. C'est juste qu'en fait, le séquençage des attaques est complexe, mais il s'agit uniquement d'une seule attaque. Et bien ça, pour corréler l'information comme quoi c'est une seule kill chain, bonne chance. C'est très complexe. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être la même adresse IP. Oui, mais parfois non. Vous allez me dire, oui, mais on retrouve des fichiers qui ont le même hash, par exemple, un SHA-256 qui se ressemble. Oui, OK, on va peut-être pouvoir corréler là-dessus. En tout cas, ce qu'on teste, nous, en modèle, c'est du machine learning qui va apprendre, qui va dire, OK, là, c'est bizarre. On est sur des temps qui sont très courts. On est sur des IP qui se ressemblent un petit peu. On est sur des hashes qui sont souvent les mêmes. On est sur des temporalités où on voit que les ports utilisés se retrouvent souvent. On va avoir un certain nombre en fait, de signaux faibles qui correspondent les uns aux autres. Et au bout d'un moment, le machine learning va dire « Ok, non mais ça j'ai compris, c'est la même attaque. » Voilà. Et en fait, ça, pour moi, c'est vraiment l'avenir. C'est arriver rapidement, on en revient toujours à la même chose, à ce que le SOC se dise « Ok, j'ai 1000 lignes de log, mais en fait, c'est un seul truc. » Et c'est là qu'il faut aller voir. Ça, c'est complexe. Et ça, je me permets parce que je pense qu'il y a un moment, il faut le dire, mais quand on arrivera à ce niveau-là de machine learning, et je parle pour moi en tant qu'éditeur, mais je parle au nom de tous les éditeurs aussi, c'est là où on pourra vous dire réellement on fait du machine learning. Parce que ça, c'est complexe. Ça, c'est vraiment de l'intelligence. Et on n'y est pas encore.
mais on va y venir. Alors, je vous parlais de communication sur les malwares. Je vous avais dit que c'était assez intéressant de faire du machine learning dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, les malwares, en fait, ils communiquent souvent, ils font des requêtes DNS. Dans ces requêtes DNS, on a énormément d'informations. Et en fait, en utilisant ces informations, le machine learning, au bout d'un moment, va comprendre que, je vous ai dit, c'est assez robotisé. Alors, je vais me lancer dans quelque chose, souvent qui est un peu casse-gueule, excusez-moi du mot, dans une démo, mais je vais essayer de me connecter en direct et vous montrer concrètement à quoi ça ressemble du machine learning et qu'est-ce qu'on voit réellement dessus. Alors, le réseau est pourri, donc j'espère que ça va fonctionner. Hein? C'est? Bon, ça marche pas. J'en étais sûr. Hop. Voilà. Alors. Raté. Pas de réseau. Je le tente quand même. Hein. Parce que j'aime bien montrer réellement les choses derrière. Donc on va essayer de se connecter. Hop. Je vais passer par ma 4G. Hop. Ah. Voilà. Alors, voilà un exemple de machine learning. Donc vous voyez, en fait, j'ai un dashboard où en fait mes logs DNS sont observés. Et vous allez avoir un truc intéressant. Ah, pardon. Oups. Hop. Vous avez ici les logs DNS. Et en fait, ce que je vous avais dit, c'est qu'il y avait énormément d'informations à l'intérieur. Souvent, les gens, c'est assez marrant parce que moi, le premier, je ne m'en rendais pas compte, mais on ne se rend pas compte du nombre d'informations qu'on trouve dans les requêtes DNS. C'est un protocole qui est absolument génial là-dessus. Voilà ce qu'on a à l'intérieur. C'est un type answer, on a un ID, on voit le R-code, etc. Et vous avez un truc qui s'appelle RData. Et là, en fait, vous avez un truc, c'est cs9.wpc.v0cdn.net. Voilà. Vous voyez ce genre de truc, c'est intéressant, c'est que on va se baser sur ça. Alors je vais vous prendre un exemple qui est extrêmement parlant, je l'ai vu passer tout à l'heure. Voilà, celui-là. Celui-là, il est bien. Voilà. Je vais vous demander à tous de calculer quelle est la probabilité que quelqu'un ait enregistré un nom de domaine qui s'écrit de cette manière-là. Alors soit le mec est fou, parce que personne ne s'en souviendra, soit effectivement c'est un robot qui, y a un algo derrière, et en fait cet algo va générer des noms de domaine, va les enregistrer, et en fait va communiquer, le malware va communiquer avec ces noms de domaine derrière. Bon là je pense que c'est très parlant, il n'y a quasiment aucune chance qu'un humain, ou alors il est vraiment très bête, ait enregistré un nom de domaine qui ressemble à ça. C'est complètement imprononçable. Voilà. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Comment fonctionne le machine learning ? Il va apprendre des dictionnaires, il va voir si c'est prononçable dans n'importe quelle langue par exemple. Il va voir aussi, il va auto-apprendre les requêtes DNS sur Internet, il va voir quelles sont celles qui sont valides, on va lui donner ce qu'on appelle des algorithmes supervisés, on va lui dire oui ça c'est du bon trafic, ça c'est du mauvais trafic. Et au bout d'un moment, l'algo va devenir suffisamment intelligent pour décider si ça c'est quelque chose qui est généré ou pas. Et là il vous dit quoi ? Il vous dit probabilité 0,99, ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'un humain ait enregistré ce nom de domaine. Voilà. Je ne vais pas vous dire que c'est la technologie parfaite, je ne vais pas vous dire que ça répond absolument à tout, mais c'est un cas concret où aujourd'hui, quand on met une sonde sur un réseau, on peut détecter un comportement, un malware qui va communiquer au travers du machine learning. Là, ça fonctionne.
Alors je fais très vite parce qu'il me reste très peu de temps. Je vais vous montrer un deuxième cas d'usage concret. Et comme j'ai pas trop de temps, je vous le montrerai. Si vous voulez venir me voir après, je vous montrerai directement sur la démo comment ça fonctionne. Je vais vous parler de PowerShell malicieux et de mouvements latéraux. On a testé ça, c'est hyper intéressant. On s'est posé la question suivante, il y a des clients qui nous en ont parlé. Aujourd'hui, la plupart des malwares qu'on voit commencent à être créés en PowerShell. Alors pourquoi? Parce que c'est intégré directement à Windows et parce que c'est très difficile, encore une fois je vais être méchant, c'est très difficile de faire la distinction entre un malware et un administrateur qui fait des conneries. Je peux vous assurer, quand vous regardez des scripts PowerShell, on a des administrateurs qui font n'importe quoi. Et entre un malware et un administrateur, parfois, la différence, elle est mince. Et donc, du coup, de plus en plus de malwares sont faits en PowerShell. Et PowerShell est un langage, comme il est directement intégré à Windows, qui est très permissif, en fait. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on appelle un ML Predictor. Et en fait, on essaye de détecter, si dans le PowerShell, si dans l'obfuscation du PowerShell, si on est dans quelque chose qui est proche de commandes qui sont faites par des administrateurs et qu'on a régulièrement vu dans des scripts dans les entreprises, ou si on est vraiment dans quelque chose où on sait par avance que la plupart des malwares font ce genre de comportement. Je vais vous prendre un exemple qui est très concret. Il y a peu d'administrateurs qui vont complètement obfusquer le code de leur PowerShell. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt à ce que les commandes qui soient passées soient invisibles pour tout le monde? Relativement peu. Et donc on considère aujourd'hui, à juste titre a priori, que dès qu'un PowerShell est obfusqué, il y a une probabilité assez forte qu'on soit face à un malware. Ce n'est pas le seul critère, il y en a d'autres, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, si on regroupe plusieurs critères, le machine learning, au bout d'un moment, est capable de dire « Ok, ça, c'est un PowerShell, il est obfusqué, les commandes sont bizarres, c'est des commandes qu'on retrouve dans 99% des cas des malwares qu'on a étudiés, j'en conclus que c'est un PowerShell malicieux. » Voilà comment ça fonctionne. Et derrière, on arrive à... Voilà, on a des résultats concrets. Là, je n'ai pas le temps, mais je vous les montrerai. Mais ça fonctionne. Quelle est la conclusion de tout ça? Et après, je serais ravi de faire des questions-réponses. Le machine learning, ça n'est juste qu'une nouvelle approche. Ça n'est pas la réponse à tout. Les 0 days, parce qu'on se parle souvent de 0 days, ils sont indétectables à base de machine learning. Si vous essayez de détecter des 0 days comme ça à base de machine learning, ça ne marchera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le machine learning, ça apprend par rapport à des patterns, par rapport à des éléments. Le 0 days en soi, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Donc dire aujourd'hui, si vous voyez des produits qui vous disent on détecte tous les 0 days à base de machine learning, non. Qui viennent me voir. Mais alors là, non. Autre chose, les shellcode, nous c'est un sujet qu'on travaille depuis 6 ans. Le shellcode, le machine learning n'est pas une bonne solution. Tout ça, je vous le répète, c'est pour dire juste une chose. C'est qu'aujourd'hui, en détection, vous avez plein de méthodes de détection. Plein. Vous avez la sandbox, vous avez l'analyse heuristique, vous avez l'analyse statique, vous avez maintenant ce qu'on appelle du symmetric analysis, vous avez du machine learning, vous avez plein de méthodes. Juste, ce qu'il faut retenir de cette conférence, si je peux me permettre, c'est ça. C'est n'utilisez pas le machine learning tout le temps et dans tous les cas. Posez-vous toujours la question, quelle est la meilleure solution? Le machine learning pourrait en faire partie. Vous avez une problématique, considérez le machine learning, mais s'il vous plaît, ne vous lancez pas tout de suite dans du machine learning. Il faut arrêter avec partir de la solution pour arriver au besoin. Partez d'abord du besoin et arrivez à la solution. Je vous assure que le machine learning, c'est peut-être 10 ou 20% des cas maximum. Mais, et c'est là où je vais être très positif, c'est potentiellement une très bonne solution. Voilà. Merci à tous. On peut applaudir effectivement Philippe Gillet. On va prendre juste une question, s'il y a une question dans la salle. Allez-y, n'hésitez pas. Eh ben, merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Et merci à tous. Tu peux donner le numéro du stand où vous êtes? On est au stand B17. B17.